Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Les prises de parole de Dominique Strauss-Kahn, Emmanuel Macron et Nicolas de Taverneau, mais aussi Koh-Lanta, de la culture et un bouleversement à Hollywood. Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? Pas de surprise en tête comme chaque jeudi. 2 épisodes de Balthazar ont permis à TF1 de dominer largement la concurrence. La série avec Thomas Sisley a été suivie par 5 millions de téléspectateurs, soit 24,4% du public et 23% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Alors ces scores sont impressionnants puisque depuis la semaine dernière, TF1 diffuse un épisode inédit suivi d'une rediffusion. L'inédit d'hier à lui seul a réuni 6 400 000 personnes. Derrière, France 3 est faible en deuxième position avec sa case cinéma. Le film américain inédit L'ombre d'Emily avec Blake Lively et Anna Kendrick a été suivi par 2 millions de personnes pour 9,2% de part d'audience. Et France 2 suit en troisième position avec une rediffusion du magazine Un jour un destin consacré à Valéry Giscard d'Estaing. L'émission a fédéré 1 900 000 téléspectateurs, soit 8,3% du public. Culture Média. Et on démarre ce journal avec l'interview d'Emmanuel Macron, interview qu'il devait donner hier et qu'il a décalé à aujourd'hui. Oui, ça sera à 16h. Le président de la République répondra aux questions de 3 journalistes du média en ligne Brut, dont Rémi Buzine. Au programme, tous les thèmes qui font l'actualité, qu'il s'agisse des violences policières, de la laïcité, de l'écologie ou encore de la génération Covid, ces jeunes qui ont eu 20 ans en 2020. Car si Emmanuel Macron a choisi Brut, c'est sans doute justement pour toucher en priorité le public jeune. Sur les 13 millions de spectateurs quotidiens que compte Brut en France, 60% ont moins de 35 ans. Les journalistes sélectionneront d'ailleurs des questions envoyées en direct par les internautes. C'est l'une des spécificités les plus intéressantes de cet entretien, selon le PDG et cofondateur de Brut, Guillaume Lacroix. Il y a sans doute beaucoup de questions qui vont recouper un même thème. Et après, c'est le travail de Rémi et des journalistes de Brut de faire la sélection et de prendre les questions les plus représentatives du flot de commentaires. Évidemment, on ne pourra pas poser toutes les questions parce que je pense qu'il va y avoir des milliers de questions. Mais ça va être extrêmement intéressant. Surtout, c'est un exercice où on peut confronter le président de la République directement aux questions, quel que soit le ton de la question et la nature de la question des gens qui la posent. C'est un exercice très direct, très en prise avec la réalité des Français. C'est ce qui est pour moi le plus intéressant dans ce format d'interview. Alors, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron répondra aux questions de Brut, mais ces interviews avaient jusqu'ici été très courtes. Il a fallu plusieurs mois de discussion entre le média vidéo et l'Élysée pour mettre sur pied ce grand entretien. Rendez-vous donc dès 16h sur les réseaux sociaux de Brut et sur ceux de France Info, canal 27 de la TNT. La contre-attaque de Dominique Strauss-Kahn. L'ancien patron du FMI annonce ce matin qu'il a donné son accord pour participer à un documentaire consacré à son parcours. Il a accepté d'évoquer toute sa vie personnelle et professionnelle, à commencer par les événements qui l'ont poussé à quitter la vie politique, sortie prévue à l'automne 2021. Dans son message, DSK insiste, c'est la première fois qu'il donne son accord pour un projet de ce genre. Il a refusé de participer à la série documentaire que Netflix mettra en ligne lundi prochain. Elle s'appelle Chambre 2806. 4 épisodes d'1 heure ont été tournés et 2 de ses victimes présumées, Nafissatou Diallo et Tristan Banon, y prennent la parole. C'était Dominique Strauss-Kahn qui s'était exprimé sur Twitter, d'où arrivent ces informations. Absolument. Et à propos de prise de parole, Charles, le patron du groupe M6, Nicolas Taverneau, a donné une interview sans langue de bois hier au magazine Le Point. Il y dénonce sans détour l'inégalité de traitement entre les chaînes de télé et les plateformes américaines comme Netflix, Facebook ou Google. Nicolas Taverneau estime qu'il est, je cite, masochiste de surréglementer les chaînes historiques européennes et dans le même temps de laisser faire les plateformes. Le patron d'M6 va même plus loin, je cite à nouveau, on a l'impression que les régulateurs frustrés de ne pas pouvoir contrôler les grands médias sociaux internationaux se vengent sur les médias historiques, fin de citation. Les régulateurs apprécieront. Le focus média du jour, c'est la programmation culturelle du groupe France Télévisions. Ce soir, France 5 proposera en prime de l'opéra avec la flûte enchantée. Un pari audacieux. En deuxième partie de soirée sur France 2, Mathieu Madénian animera Génération Paname, une émission consacrée aux nouveaux talents du stand-up français. Et le site Culture Box de France Télé retransmettra samedi et dimanche les transmusicales de Rennes. Un week-end très culturel donc, et ce n'est pas un accident. Cette mise en avant de la culture, elle est d'abord là pour aider les artistes et donner accès aux téléspectateurs, alors que les salles sont fermées en raison de la crise sanitaire. Elle faisait aussi partie des engagements de Delphine Ernotte pour son 2e mandat à la tête de France Télévisions. Michel Field, directeur culture et spectacle vivant de France Télévisions, a détaillé à Louise Bernard sa feuille de route pour 2021. Là, ce sur quoi je travaille, c'est qu'il y ait au moins une proposition de spectacle vivant une fois par semaine en prime time sur une de nos antennes. Du théâtre grand public,
des spectacles un petit peu plus pointus pour les deuxièmes parties de soirée ou pour la case France 5. Et puis il y a un combat aussi qui me tient à cœur, c'est que je veux sortir aussi d'une culture qui soit purement, j'allais dire, classique ou patrimoniale, et je veux y faire rentrer les formes les plus contemporaines de la culture, que ce soit les cultures urbaines, le hip-hop, le stand-up. On essaye de parler à tous les publics. Et le stand-up, justement, ça marche plutôt bien. Vendredi dernier, l'émission Génération Paname a réuni 1 200 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée sur France 2. C'est un bon score. Ça n'est pas toujours le cas pour d'autres types de spectacles, mais c'est un choix assumé par Michel Field. Imaginez une énorme salle remplie par 400 000 spectateurs pour les Fourberies de Scapin. C'est absolument énorme et gigantesque. Et sans doute Molière n'a-t-il jamais eu autant de gens qui le regardent en même temps. C'est vrai qu'à l'aune du public de la télévision, c'est pas un gros score. Mais voilà, on va assumer des disparités d'audience. On sait par avance que le théâtre, et encore plus l'opéra, ne font pas salle pleine au sens télévisuel du terme. Mais si elles permettent à des dizaines, voire des centaines de milliers de téléspectateurs de prendre contact avec une œuvre du répertoire, alors il ne faut pas hésiter. Le focus programme du jour, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Je crois que c'est ce que vous avez prévu de regarder ce soir, Charles, c'est ça ? Oui, c'est la finale de Koh-Lanta. Je dois bien vous avouer que j'en ai pas loupé une depuis 2003. Ce soir, c'est la 26e saison du jeu d'aventure de TF1, produit par ALP, qui s'achève. Rendez-vous à 21h10 pour la mythique épreuve des poteaux où s'affronteront Brice, Alexandra et Loïc. Puis retour en direct à Paris pour le dépouillement des votes du jury final. Koh-Lanta, vous le savez, a été reboosté de manière significative par le premier confinement et la saison actuelle a une nouvelle fois signé d'excellentes audiences. 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne chaque vendredi, soit 26% de part d'audience, et ça c'est sans compter le replay. Au-delà de ces audiences, Louise Bernard a demandé au producteur de l'émission, Julien Magne, quel bilan il tirait de cette édition. Un très bon bilan, puisqu'on réussit plutôt pas mal à faire depuis plusieurs saisons maintenant, c'est d'apporter chaque année, pour chaque nouvelle saison, des nouveautés. Le fait d'avoir cette année un Koh-Lanta autour des 4 terres, des 4 grandes régions françaises, a été, je crois, plutôt bien accueilli par le public. 4 équipes, 4 tribus, mais qui n'étaient pas 4 tribus vaines ou théoriques, mais des tribus basées et fondées sur un terroir, une culture commune. En tout cas, on en est très content de cette saison. Pour la prochaine saison, on aura aussi des nouveautés. Vous dire, on le refera les 4 terres ou on ne le refera pas, c'est peut-être un peu tôt. Et impossible de parler de cette saison sans évoquer Bertrand Camel, ce candidat emblématique décédé d'un cancer fulgurant du pancréas au mois de septembre. Un fonds spécial a été créé en son honneur pour aider à la lutte contre cette maladie. Ce soir, lors de la finale, Denis Brognard lancera un appel aux dons. Vous pouvez d'ores et déjà participer via le site pour bertrandcamel.fr. Cinéma avec une annonce majeure du studio Warner hier. Oui, c'est une véritable révolution. Tous les films Warner sortiront simultanément sur 2 supports aux États-Unis l'an prochain, sur les écrans de cinéma traditionnels et sur HBO Max, le service de streaming du studio. Ça concerne pas moins de 17 films, notamment Dune de Denis Villeneuve, mais aussi Matrix 4 ou encore Godzilla vs Kong. Ils seront tous disponibles sans surcoût pour les abonnés au service pendant 31 jours. Warner généralise la stratégie qu'il a imaginée pour la sortie de Wonder Woman 1984 dans 15 jours. On en a parlé le mois dernier dans le journal. Ce blockbuster très attendu sortira en salle aux États-Unis le 25 décembre et le même jour sur HBO Max. Et on termine ce journal avec un partenariat d'une ampleur inédite entre les radios du groupe Lagardère, dont Europe 1, et la plateforme de streaming Deezer. Il est entré en vigueur hier. Europe 1, Virgin Radio et RFM sont désormais disponibles en direct sur Deezer. Leur web radio et leur podcast aussi, à commencer par celui de Culture Média. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des programmes existants, des playlists éditées par les stations sont aussi prévues et des podcasts seront créés exclusivement pour Deezer par les équipes de Lagardère. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias.